Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous devriez ou ne devriez pas donner à vos enfants en vieillissant? Imaginez ceci, après une vie de travail acharné, vous avez constitué une épargne destinée à sécuriser votre avenir. Mais maintenant, vos enfants demandent les aides financières, émotionnelles ou même une partie de vos économies de retraite. Cela arrive à mon voisin qui donne presque tout ce qu'il avait à ses enfants, pensant que cela les garderait proches. Mais ce qui a suivi est déchirant, il se retrouve sans rien sur quoi compter pendant ces années dorées. Dans cette vidéo, nous dévoilerons les vérités difficiles sur le fait de donner trop à vos enfants après la retraite. Nous explorerons les leçons clés pour vous aider à protéger votre avenir tout en étant là pour votre famille. Restez avec nous, car cela pourrait être la décision la plus importante que vous prenez pour votre retraite. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Partie 1. Lorsque vous prenez votre retraite, ne donnez jamais de telles choses à vos enfants, surtout après 70 ans. À une époque où les liens familiaux sont souvent mis à l'épreuve par les pressions de la vie moderne. L'histoire de M. Bernie remet en question notre compréhension de l'amour parental et des attentes. Imaginez consacrer toute votre vie à élever et soutenir vos enfants, pour vous retrouver finalement oubliés et non appréciés pendant vos années dorées. M. Bernie et sa femme, autrefois des parents de vous qui ont tout mis en œuvre pour offrir à leurs faux fils le meilleur départ possible, se trouvent maintenant à un carrefour. Leur histoire est un poignant rappel que bien que l'amour parental n'ait pas de limite, il doit parfois affronter les dures réalités des dynamiques de familiales et changeantes. Plongez dans ce récit captivant pour découvrir pourquoi M. Bernie choisit de protéger ses économies de retraite, en donnant la priorité à l'indépendance plutôt qu'au soutien inconditionnel. Et ce que cela signifie pour les retraites confrontées à des dilemmes émotionnels et financiers similaires. Cependant, il y a des exceptions. M. Bernie de notre quartier n'est pas comme cela. Lui et sa femme étaient autrefois des fonctionnaires gagnant de bons salaires et épargnant beaucoup d'argent. Maintenant, tous deux sont à la retraite, et leur pension de retraite combinée s'élève à plus de $500. Malgré cela, ils n'ont pas donné un seul centime à leurs enfants depuis leur retraite, ce qui étonne les gens. Alors que d'autres parents sont impatients de donner de l'argent à leurs enfants, eux refusent fermement. Que peuvent-ils bien penser? Écoutons l'histoire de M. Bernie et comprenons les raisons derrière cela. M. Bernie explique: j'ai 72 ans cette année, à la retraite depuis 12 ans. Ma femme a 5 ans de moins que moi et est également à la retraite depuis plus de 10 ans. Nous avons tous les deux travaillé dans des entreprises publiques, donc nos pensions combinées dépassent $5,000 par mois. Avec de tels fonds de retraite, nous vivons confortablement, profitant de tout ce que nous voulons et voyageant à notre guise. Nous ne nous retenons pas après avoir travaillé dur pendant la moitié de notre vie. La retraite est un moment pour profiter de la vie. Malgré notre situation confortable, nous n'avons jamais de peine un centime pour nos enfants. Certains pourraient demander, avec de telles pensions élevées, n'aurions-nous pas de l'argent de côté chaque mois pour soutenir nos enfants? Après tout, les jeunes ont la vie difficile, et les parents devraient les aider. Cependant, ma femme et moi préférons garder l'argent pour nous, même s'il se déprécie, plutôt que de le dépenser pour nos enfants. Il ajoute: nos actions ne sont pas insensibles. Nous avons observé le comportement de nos deux fils, ce qui nous a laissé froids. Ma femme et moi avons des difficultés dans la vie et savons à quel point la pauvreté est douloureuse. Lorsque nos vies se sont améliorées et après être entrés dans la fonction publique, nous avons été très attentifs et aimants envers nos deux fils. Cependant, nous avions des limites. Nous avons tout dépensé pour ce dont ils avaient besoin, mais avons fermement refusé de dépenser pour de dossiers dont ils n'avaient pas besoin. Peut-être en raison de ma philosophie éducative de tact et de modération, les deux fils ont toujours bien performé depuis leur enfance. Ils ont excellé académiquement et ont été admis dans des universités prestigieuses. Ils ont obtenu leur diplôme, trouvent un emploi dans des grandes villes, se sont mariés et ont eu des enfants. Tout a été fluide et stable. Beaucoup de gens nous admiraient, disant que nous les avions bien élevés. Nos fils sont devenus des cadres dans de grandes villes, réussissant dans leur carrière. M. Bernie ajoute: bien que les deux fils soient excellents, ma femme et moi avons fait beaucoup pour les aider à construire leurs familles et carrières. Après que notre fils a obtenu son diplôme universitaire, nous avons arrangé pour qu'il travaille dans une entreprise publique recommandée par quelqu'un que nous connaissions.
Lorsqu'il s'est marié, nous avons payé la compte pour sa nouvelle maison, environ $1,000. Plus tard, lorsqu'il a acheté une voiture, nous avons contribué à hauteur de $500. Quant à notre fils cadet, sa spécialité universitaire était relativement peu populaire, ce qui rendait difficile pour lui de trouver un emploi après son diplôme. Nous avons donc de l'argent pour les envoyer poursuivre ses études. Il en a trouvé un emploi stable, après de 30 ans. Lorsqu'il s'est marié, il a épousé une femme d'une autre province. Et nous avons dépensé plus de $500 pour sa dot. De plus, nous avons acheté une maison pour les deux frères, dépensant toutes les économies que nous avions accumulées pendant la moitié de notre vie. Monsieur Bernie partage. Plus tard, ils ont tous deux eu des enfants, alors ma femme et moi avons pris notre retraite plus tôt pour nous en occuper. Ma femme a pris sa retraite à 50 ans pour s'occuper de notre petit-fils N, et j'ai pris ma retraite à 60 ans pour m'occuper de notre petite fille cadette. Ce n'est qu'après que les deux enfants ont commencé l'école que nous avons pu nous reposer. On peut dire que nous avons tout donné pour nos deux fils, donnant tout ce que nous avions. Nous pensions qu'avec notre dévouement des intérêts, ils prendraient finalement soin de nous. Mais au final, il n'y avait pas de pied filial, seulement un désir de vivre à nos dépens. En général, où il y a des personnes âgées, il y a un foyer, et les enfants devraient rentrer souvent pour rendre visite. Mais nos filles sont différents. Ils viennent rarement à la maison pendant les fêtes et appellent peu. Notre fils N vit à seulement 300 km, soit à 4 heures en voiture, mais il ne vient à la maison qu'une fois par an, généralement pendant le nouvel an chinois. À chaque fois, il arrive les mains vides et repart avec des cadeaux. Je me souviens d'une année, raconte Monsieur Bernie, alors que les enfants des voisins apportaient des sacs de produits et de cadeaux à leurs parents. Notre fils N était extrêmement avare. Il est rentré chez nous sans souve, mais n'apporte que 2 pistes de vêtements pour ma femme et moi. Sans aucun cadeau pour le nouvel an alors que d'autres enfants donnent des enveloppes rouges à leurs parents pour le réveillon du nouvel an. Notre fils N ne l'a jamais fait. Seuls les petits-enfants ont eu la gentillesse de nous donner leurs enveloppes rouges. Avant que le nouvel an ne soit terminé, notre fils N repartait, enlevant les produits du nouvel an que nous avions préparé pour la famille. Cette année-là, j'ai trouvé que notre fils et notre belle-fille allaient trop loin. Alors j'ai dit quelques mots. Mon fils a répondu de toute façon, vous êtes tous les deux si vieux maintenant. Vous ne pouvez pas manger autant, et c'est un gaspillage de laisser des choses à la maison. Mr. Bernie continue, notre fils cadet a été encore plus excessif. Lorsque nous avons acheté une maison pour lui, il a demandé de l'argent pour acheter une voiture. Quand il a demandé de l'argent, son ton était celui d'un voleur, disant directement, papa, je veux acheter une voiture. Transfère-moi rapidement $700,000. Fais-le maintenant, et trouve cette attitude exigeante de mon fils très inconfortable. Cela me donnait l'impression qu'il pensait être le père et que j'ai été le fils, alors j'ai refusé. Bien que nous puissions lui donner $700,000. Je n'aimais pas que mon fils demande de l'argent de cette manière, surtout qu'il avait déjà une voiture. Acheter une autre voiture serait un gaspillage. Mr. Bernie explique que plus tard, lorsqu'il n'a pas pu obtenir d'argent pour la voiture, il a trouvé d'autres moyens de demander de l'argent. Disant qu'il en avait besoin pour rénover la maison ou commencer une entreprise, demandant des dizaines de milliers à chaque fois. Mais j'ai vu à travers ses intentions et je ne lui ai donné qu'un peu d'argent à chaque fois. Inattendu, parce que j'ai refusé de lui donner de l'argent, mon fils a commencé à nous traiter mal, comme si nous l'avions lésé. Chaque fois qu'il revenait, il était froid et indifférent, partant dès qu'il avait terminé de manger, même lorsque nous lui demandions de rester plus longtemps. Il refusait de son cœur, disant que rester à la maison était inconfortable. Peu à peu, note Mr. Bernie, les actions de nos deux fils nous ont rendus de plus en plus froids. Il y a 4 ans, ma femme a été hospitalisée en raison d'une arthrite. Bien que les frais médicaux pour la chirurgie et le traitement aient été communs par nous, ma femme souhaitait que nos fils lui rendent une visite. Cependant, les deux fils évitaient les visites comme la peste. Aucun d'eux n'est revenu,
comme si visiter leur mère leur coûterait de l'argent. Au final, les deux fils n'ont fait qu'un simple appel téléphonique et n'en montrent aucun véritable souci. Ce qui était initialement une opération simple a causé à ma femme beaucoup de douleurs pas physiques, mais émotionnelles. À l'hôpital, les autres patients étaient accompagnés de leurs enfants, mais nous en avions que nous-mêmes, ce qui était assez pitoyable. Mr. Bernie continue plus tard, lorsque ma femme était encore en convalescence, je suis accidentellement tombé et je me suis fracturé le pied. À ce moment-là, le dos de ma femme n'était pas en bon état et elle ne pouvait pas s'occuper de moi. Je voulais que nos deux fils viennent s'occuper de nous, mais il continuait à trouver des excuses. Elle en a dit qu'il était occupé par son travail, et l'autre a prétendu qu'il ne se sentait pas bien. Malgré les explications sur la gravité de ma condition, ils ont tous deux dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Des impars. J'ai dépensé de l'argent pour engager un soignant. Cependant, pendant ma convalescence, j'ai appris par mes petits-enfants que mon fils aîné avait emmené sa famille en les vacances au bord de la mer, et que le fils cadet était parti en randonnée. Savoir tout cela me fait me sentir plus meurtri que la douleur physique. Après avoir vécu de telles choses, Mr. Bernie réfléchit. Les gens demandent si nous devons encore donner nos économies à nos fils. Si et pourquoi ma femme et moi avons progressivement la reprise sur nos fils, ne comptant plus sur eux et ne plaquant plus nos espoirs de retraite en eux. Comme nous sommes encore vivants et capables de prendre soin de nous, si nous sommes traités aussi froidement maintenant. Ce serait pire si nous ne pouvions pas prendre soin de nous à l'avenir. Par conséquent, nous avons décidé de nous accrocher fermement à notre argent, sans donner un sou à nos fils, même en cas d'urgence. Nous réservons suffisamment de fonds de retraite pour nous-mêmes. Si nous ne pouvons pas prendre soin de nous dans notre vieillesse, nous ne compterons pas sur nos fils, mais irons dans une maison de retraite ensemble. Bien qu'une maison de retraite manque de la chaleur familiale et des soins personnalisés, je crois que payer pour des services sera plus confortable et agréable que de compter sur nos fils. Peut-être que la situation de Mr. Bernie est rare, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas dans la société d'aujourd'hui. Les émotions humaines sont aussi fines que du papier, et l'affection familiale n'est plus qu'elle était. Surtout maintenant, les jeunes poursuivent la liberté et le plaisir personnel, et il est rare de trouver quelqu'un complètement filial envers ses parents. Donc, quand nous vieillissons, nous devons nous accrocher fermement à nos économies de retraite. Si les enfants rencontrent des problèmes, nous devrions aider, mais pas trop. Tout le monde doit traverser les hauts et les bas de la vie, et les enfants doivent affronter leurs propres épreuves. Ce que nous pouvons faire, c'est les aider dans la mesure de nos moyens lorsqu'ils sont en difficulté. Beaucoup de personnes âgées pensent à aider leurs enfants à élever leurs petits-enfants après la retraite, mais de nos jours, de nombreux jeunes préfèrent élever leurs enfants eux-mêmes et ne sont pas disposés à laisser leurs parents s'en occuper. Et si l'on n'a pas de petits-enfants à s'occuper, la vie de retraite peut devenir ennuyeuse. Si la pension est suffisante, la vie peut être gérable, mais sans elle, les gens peuvent devenir anxieux de gagner plus d'argent. Beaucoup de gens sont encore jeunes à 60 ans et peuvent travailler encore 5 ou 6 ans. Alors, quel genre de travail peuvent-ils faire après la retraite? Aujourd'hui, je vais vous partager 4 types de travaux auxquels les retraités peuvent encore s'engager. 1. De sécurité communautaire. Beaucoup de gardiens de sécurité communautaire sont des personnes âgées retraitées. Si vous êtes retraite et en bonne santé, vous pouvez postuler pour être gardien de sécurité dans la communauté où je vis. Plusieurs gardiens de sécurité ont des personnes âgées retraitées. Ils s'assoient dans le poste de sécurité tous les jours, lisent des journaux et aident à appuyer sur un bouton pour ouvrir le portail lorsqu'une personne arrive. Le travail est relativement détendu. Lorsque vous recherchez un travail de sécurité, essayez de ne pas viser des communautés haut de gamme, car elles peuvent avoir une gestion stricte et ne pas embaucher de retraite. Il est préférable de chercher des opportunités dans des communautés moyennes à basses. Cependant, le travail de sécurité implique généralement des quarts de nuit. Mon oncle est devenu gardien de sécurité après sa retraite et a dû travailler de nuit, ce qui peut être épuisant. Soyez mentalement préparés à cela. Pour trouver un travail de sécurité, il est préférable d'avoir quelqu'un que vous connaissez pour vous introduire. Si vous n'avez pas de contact, renseignez-vous auprès du bureau de gestion de la communauté. Deuxième type de travail, être nourrice. Maman Carol, âgée de 52 ans,
Après sa retraite il y a 2 ans avec une pension mensuelle de plus de $1,500. Son mari est décédé il y a plusieurs années, et sa seule fille est encore en train de préparer son master. Comme les parents de Madame Carroll sont en bonne santé, elle se sentait insatisfaite en faisant des petits boulots comme travailler dans un supermarché ou surveiller des magasins. Elle a décidé d'explorer d'autres options. Un jour, alors qu'elle était assise sur un banc en bas, perdue dans ses pensées, elle a discuté avec une vieille connaissance qui a évoqué son inconfort dû à sa situation actuelle. Il pouvait encore prendre soin de lui-même, mais sa fille unique était mariée et avait des enfants ailleurs, et il ne voulait pas la déranger. Il envisageait d'embaucher une nourrice à domicile, mais pensait que ce n'était pas nécessaire, préférant chercher quelqu'un pour cuisiner et faire le ménage une fois par semaine. Mme Carroll a réalisé qu'il pouvait y avoir beaucoup de personnes âgées comme lui dans le séminaire et a décidé de devenir un nouveau type de nourrice, non pas en vivant sur place, mais en offrant une assistance aux besoins. Elle a posté des messages dans son groupe communautaire proposant ses services pour cuisiner pour les personnes âgées ou aider les jeunes qui avaient besoin et assistance. À sa surprise, elle a reçu des demandes de la part des enfants de 3 personnes âgées cette nuit-là. Elle a commencé par préparer des repas selon leurs préférences et les livrer. Peu à peu, elle a étendu ses services pour inclure le ménage et les accompagner aux rendez-vous médicaux. Après plus d'1 mois, Mme Carroll a constaté une demande croissante pour ce type de services parmi les personnes âgées qui se sentaient souvent négligées par leur famille. Elle ne se contentait pas de soutien matériel mais désirait également de la compagnie et de la compréhension. Ses interactions avec les personnes âgées lui ont appris l'importance de l'empathie et de la communication. Elle a réalisé que beaucoup de personnes âgées voulaient quelqu'un pour les écouter et apprécier leurs histoires. Au fil du temps, elle a fourni une assistance pratique et un soutien émotionnel, enrichissant sa propre vie après 6 mois. Elle a invité d'anciens collègues à se joindre à elle, formant une petite équipe pour offrir des services similaires, créant un environnement de soutien pour les personnes âgées et pour elles-mêmes. Troisième étape de travail, monter un petit stand pour vendre des marchandises. Si vous avez quelques économies, vous pouvez acheter une petite charrette et installer un stand à l'entrée des supermarchés ou des centres commerciaux pour vendre des fruits ou des encas. C'est une forme d'auto-emploi, bien qu'elle comporte un certain risque financier. Ce n'est pas conseil pour les retraites avec des fonds limites, car l'échec est possible. Cependant, pour ceux qui apprécient l'indépendance et disposent d'un peu d'argent, cela peut valoir le coup d'essayer. Si vous avez un jardin et cultivez vos propres légumes, vous pouvez vendre vos produits au stand. Quatrième type de travail. Travailler comme plongeur dans un restaurant après la retraite. Les femmes peuvent ne pas être capables de travailler comme gardiennes de sécurité comme les hommes, mais elles peuvent envisager de faire la plonge dans des restaurants. Ma tante a trouvé un travail de plongeuse après sa retraite, travaillant dans un restaurant pendant les heures de déjeuner et de dîner, avec le reste de la journée libre pour se reposer. Cependant, le salaire peut ne pas être élevé. Des emplois similaires incluent des postes de nettoyage dans les hôtels après la retraite. Si vous avez besoin d'un revenu supplémentaire, il est possible de trouver un travail. Avoir de l'argent procure un sentiment de sécurité et être financièrement indépendant est important pour les retraites. Cependant, il est crucial de trouver un travail à faible intensité pour éviter une surcharge, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé. La retraite devrait se concentrer sur le plaisir de la vie, avec la génération de revenus comme une considération secondaire. Même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mener une vie simple et épargner peut encore vous soutenir. Enfin, je souhaite à tous les amis retraites une retraite heureuse et épanouissante. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul dans cette communauté. Partie 2, ne vivez pas avec vos enfants à un âge avance. Se rapprocher trop de vos enfants sera un désastre dans les dernières années. Les parents devraient y vivre avec leurs enfants ou poursuivre leurs propres rêves. Rencontrer aura une mère de 62 ans qui a osé défier la tradition et les attentes sociales. Après le décès de son mari et une décennie de solitude, elle a emménagé avec son fils et sa belle-fille, espérant trouver de la compagnie et des soins. Mais ce qu'elle a découvert est une réalité sévère qui a transformé sa retraite en un cycle incessant de travail non rémunéré et de sacrifices non reconnus. Face à un sentiment accablant d'y être utilisé, Aura a pris une décision courageuse qui a choqué sa famille et inspire de nombreuses personnes, plongées dans son histoire puissante de résilience, de découverte de soi et de quête inébranlable du bonheur.
Aujourd'hui, je veux partager avec vous la question de savoir si les parents se barrent vivre avec leurs enfants après leur mort. Aura, 62 ans, est mère de 2 enfants, un garçon et une fille. Sa fille est mariée. Après sa retraite, Aura a initialement un ménage avec son fils et sa femme. Cependant, un an après sa retraite, Aura a fait ses valises et est retournée dans sa ville natale, refusant de s'impliquer dans la vie de famille de son fils et de vivre avec eux. Regardons l'histoire de Aura. Mon mari est décédé il y a 10 ans, et depuis je vis seul. Lorsque j'ai eu 60 ans et que je suis parti à la retraite, mon fils inquiétait pour ma solitude et m'a invité à vivre avec eux. Je pense que c'était un geste filial, alors j'ai accepté. J'ai emménagé chez lui, et au début, ma belle-fille me traitait bien. Nous nous entendions bien. Elle m'accueillait souvent et me disait de ne pas faire trop de tâches ménagères, me suggérant d'y aller danser, de faire des promenades ou de discuter avec d'autres tantes à l'extérieur. Mais après un certain temps, ma belle-fille a commencé à me demander de faire plus de tâches ménagères. Cela commence par m'aider avec le ménage, puis elle monte en puissance jusqu'à cuisiner et finalement faire toutes les tâches ménagères et à m'occuper des enfants. Je pensais que mon fils voulait que je profite de ma retraite, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à travailler comme une servante non rémunérée, faisant tout pour leur famille. Avant de prendre ma retraite, j'avais des projets pour cette période. Je voulais danser sur la place, élever un petit chien, cultiver des légumes et profiter d'une vie paisible dans ma ville natale. Ensuite, je retrouverai de vieux amis autour d'eux. Mais la réalité s'est avérée cruelle. Au lieu de profiter de la vie, je suis devenu une servante pour la famille de mon fils, sans temps libre pour moi-même. Un samedi soir, alors que je nettoyais mon fils et ma belle-fille en mentionnant en passant qu'ils allaient prendre des vacances de faux jours, me laissant en occuper des enfants. Ils n'ont même pas considéré ce que je ressentais. J'ai été furieuse. Toutes les responsabilités à la maison semblaient m'incomber pendant qu'ils profitaient de leur temps ensemble. Je devais tout gérer seul. Chaque fois que je voulais rendre visite à des amis ou prendre une pause, il y avait toujours des tâches ménagères qui m'attendaient. Cela me semblait injuste que leur vie soit si confortable pendant que je travaillais sans relâche pour eux. J'ai passé des jours à réfléchir et j'ai finalement décidé que je devais vivre pour moi-même. Alors j'ai dit à mon fils que j'allais rendre visite à une vieille amie pendant quelques jours et les laisser gérer seul. Ma belle-fille était contrariée, en m'accusant de négliger mes devoirs, mais j'ai été déterminé. Il ne pouvait pas m'arrêter. Je suis retourné dans ma ville natale et j'ai enfin commencé à vivre la retraite que j'avais maltraitée. Je fais des choses que j'apprécie chaque jour, et je me sens épanoui. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à me sacrifier pour les autres. J'ai déjà consacré la moitié de ma vie à mon fils. Il est temps pour lui de prendre responsabilité de sa propre vie au lieu de compter sur moi. Et l'histoire d'Aura est un témoignage puissant de la force et de la résilience de l'esprit humain. Sa décision de quitter la maison de son fils et de retrouver son indépendance n'était pas seulement un acte de défi, mais une déclaration audacieuse de son droit à vivre sa vie. Selon ses propres termes, ce geste courageux brise les attentes traditionnelles placées sur les parents vieillissants, remettant en question la notion selon laquelle leur rôle principal est de servir sans fin leurs enfants. Alors qu'elle faisait ses valises et retournait dans sa ville natale, Aura ne se contentait pas de fuir une vie de servitude non rémunérée. Elle entrait dans un nouveau chapitre rempli de possibilités d'épanouissement personnel. Son histoire résonne profondément, notamment avec les personnes âgées qui se trouvent souvent déchirées entre légations familiales et étises familiales personnelles. Et l'expérience d'Aura souligne l'importance de fixer des limites et de privilégier son propre bien-être, même face aux pressions sociales et aux attentes familiales. En vivant seule à nouveau, Aura embrasse la liberté qu'elle avait tant désirée. Elle passait ses journées à danser sur la place, à élever un petit chien et à cultiver des légumes dans son jardin. Ces plaisirs simples, dont elle avait rêvé autrefois, sont devenus sa réalité. Elle a renoué avec de vieux amis, partageant des rires et des histoires autour d'Hyundai, savourant la richesse d'une vie qu'elle avait reconquise. Le parcours d'Aura est un rappel poignant qu'il n'est jamais trop tard pour poursuivre le bonheur et l'épanouissement. Son histoire nous encourage tous à réfléchir sur la qualité de nos propres vies et les choix que nous faisons. C'est un appel à l'action pour les personnes âgées, afin de rester fermes dans leur droit à vivre indépendamment et joyeusement.
refusant d'y être accablés par des sacrifices non reconnus. Dans un monde où le vieillissement est souvent accompagné de réduction des attentes et d'exigences croissantes, le récit d'Ira est un phare d'espoir et d'inspiration. Il nous rappelle que le respect de soi et le bonheur personnel sont primordiaux et que chaque individu, quel que soit son âge, mérite de vivre une vie remplie de joie, de but et de dignité. Que l'histoire d'Aura vous inspire à retrouver votre propre bonheur et à vivre avec audace, sans regret et en toute liberté. Et l'importance de l'indépendance financière à la retraite. Comme illustre, dépendre fortement de vos enfants pour le soutien ou les soins peut entraîner une série de problèmes, allant des relations tendues au stress émotionnel et financier. De nombreux retraites qui ont compte sur leurs enfants pour un soutien financier ou émotionnel se sont retrouvés confrontés à la déception et au sentiment d'isolement. Les attentes de recevoir du soutien de la part de la famille sont souvent de cul, laissant les retraites se sentir négligées et non soutenues. Car leurs enfants peuvent être absorbés par leur propre vie ou ne pas avoir la capacité de fournir les soins attendus. Maintenir votre propre autonomie financière est essentiel pour garantir une retraite épanouissante et digne. En disposant d'un fonds de retraite bien planifié, vous ne protégez pas seulement votre avenir, mais vous évitez également les pièges potentiels de la dépendance. Et une dépendance financière vous permet de prendre des décisions concernant votre vie sans être influencé par les limitations ou les conditions exposées par les autres. Cette autosuffisance vous permet de vivre confortablement selon vos propres termes, libre du stress de devoir compter sur des membres de la famille qui peuvent ne pas être disponibles ou disponibles à aider. De plus, il est crucial de se préparer à divers scénarios, tels que d'éventuels problèmes de santé ou des changements dans les arrangements de logement. Disposer d'un plan financier solide et comprendre l'importance de mettre de côté fonds pour les urgences ou les soins à long terme vous assure de ne pas rester vulnérable. Cette préparation favorise un sentiment de sécurité et de confiance, vous permettant de profiter de vos années de retraite sans l'inquiétude constante de dépendre des autres. En fin de compte, en mettant l'accent sur votre bien-être financier et en planifiant à l'avance, vous pouvez atteindre une retraite qui est non seulement sécurisée mais aussi free, en épanouissement personnel et en autonomie. Cette approche vous permet de profiter de vos années avancées avec sérénité, sachant que vous avez pris des mesures proactives pour protéger votre indépendance et votre bien-être. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas seulement d'éviter les pièges de la dépendance, mais d'embrasser une retraite remplie de buts et de joie. Prioriser votre santé financière et votre autonomie vous permet de vivre selon vos propres termes, libère des pressions et des limitations illicites en dépendance aux autres. Si vous avez trouvé de la valeur dans ces conseils, merci d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de conseils sur la réalisation d'une retraite épanouissante et indépendante. Vos retours sont importants pour nous, alors laissez un commentaire et partagez vos pensées. Merci de nous rejoindre dans ce voyage vers une meilleure retraite.